Voilà, eh bien, je vous souhaite la bienvenue pour cet entretien avec Michel Zalliot, guide de haute montagne et écrivain humaniste. Et je voudrais vraiment vous remercier de votre présence à cette 35e édition du Salon international du livre de montagne de Passy. Donc Michel Zalliot, il avait des projets plein son sac et tout a basculé le long d'une route de montagne. Un accident au soleil couchant et 50 ans d'aventure se sont trouvés fracturés en 5 secondes. Il a vu la mort de près, comme au bord d'une crevasse, et il a pu s'interroger sur le mystère du destin. Et un autre défi s'est ouvert à lui, celui de la réparation, de la rééducation et de la reconstruction. Il vient de faire paraître aux éditions Glénat ce journal de la rééducation, 5 secondes était mort, et il montre quelles sont les capacités à la fois physiques et morales qui lui ont permis de surmonter cette épreuve. Donc voilà, comment est venu ce témoignage? C'était un besoin? Bonjour à tous. En effet, quand on a cet accident-là, la première chose qui m'est venue à l'idée en écrivant, d'abord ça me faisait du bien d'écrire, mais même si j'avais pas trouvé d'éditeur, je crois que j'aurais fait pour remercier le personnel médical, parce que souvent on se plaint de la médecine, de ce qui se passe en France, et je peux dire que pour avoir passé un certain nombre de temps à l'hôpital et dans les centres de rééducation, pour avoir croisé pas mal de chirurgiens et de personnel soignant, et voilà, je tenais à les remercier. Et donc, même si je n'avais pas trouvé d'éditeur, j'aurais écrit ce livre vraiment comme un témoignage pour les remercier. Cet ouvrage est un éloge au service hospitalier qui vraiment ont donné tout leur possible pour justement t'accompagner et faire en sorte que tu puisses remarcher. Bah oui, parce que bon, alors, pour faire court, hein, moi je pédalais tranquillement en vélo et puis j'étais percuté par derrière par une camionnette. Donc j'étais laissé pour mort pendant quelques temps puisque j'étais allongé, l'hélicoptère qui est arrivé, enfin moi j'étais complètement inconscient, évidemment, ne me prenait pas en charge puisqu'il pensait que j'étais mort et que j'allais mourir, donc les hélicoptères ne prennent pas un mort en charge. Puis ensuite, j'étais transféré à l'hôpital à Grenoble et là le chirurgien a hésité longtemps avant de enfin pas trop longtemps d'ailleurs, avant de m'opérer parce qu'il pensait que j'allais pas tenir le coup, hein, pour vous expliquer, j'avais une vingtaine de fractures de côte, les poumons enfoncés, une vertèbre explosée, une autre cassée, la moelle évidemment a été touchée, et puis trauma crânien, enfin bref, voilà. Et puis quand je me suis réveillé, je bougeais pas les jambes, j'étais paraplégique. Et voilà, donc après, ça a mis du temps, hein. Je suis resté un moment à l'hôpital à Grenoble, et puis après, c'est comme ça que c'est venu, ouais, cette écriture qui... Alors après, elle dépasse, enfin, Michel va en parler, mais c'est pas que l'accident, hein, ce livre, c'est aussi, je fais un lien avec le métier de guide. Alors, ce lien que j'ai eu avec le personnel soignant, moi je l'ai eu aussi comme dans le métier de guide, avec tous les gens qu'on rencontre, parce que j'ai eu la chance de pas mal voyager à travers le monde. Et dans les voyages, il n'y a pas que le sommet, il y a aussi tous ceux qui nous accompagnent. Ça va du Sherpa népalais, aux Touaregs du désert, aux Iraniens, pas mal de gens que je peux plus voir d'ailleurs, par exemple comme au Niger, les Touaregs. Et donc je raconte un peu tout ça avec ce lien indispensable qu'on a quand on voyage. Dans son livre qui a eu le grand prix du Salon de Passy, intitulé Guide, Michel Zalliot montre combien il est un homme ouvert sur les autres, ouvert vers ses clients, ouvert à l'égard de ses amis. Et ce qui frappe dans ce témoignage, c'est l'ouverture et la communion de pensée avec le personnel qui s'est occupé de lui. Oui, parce que je dis souvent que en fait, on peut rien faire tout seul. On est obligé d'être accompagné, alors quelquefois on le rejette. Mais l'autre est complètement important. Il est présent et sans les autres, on ne peut rien faire. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit en montagne, que ce soit dans la vie de tous les jours. Quand on a besoin de pain, on va chez le boulanger. Et donc,
voilà, on a toujours besoin des autres, on vit en communauté. Et pour moi, ça a toujours été essentiel donc, de partager. Et en fait, on s'enrichit aussi, puisque comme guide, on emmène bon, ce qu'on appelle des clients. Même si on n'aime pas, nous, ce terme, on n'a jamais trouvé un autre mot pour emmener nommer toutes ces personnes qu'on emmène. Mais c'est eux qui nous enrichissent parce qu'ils nous apportent l'expérience de leur travail, de leur vie, de leurs conflits qu'ils peuvent avoir dans le travail ou dans leur couple. Enfin, tout ça, c'est sur des échanges. Et puis après, ben, entre les guides aussi, c'est un milieu qui nous enrichit. Et écouter en tout cas les autres, je pense que c'est vraiment important pour pouvoir avancer. Et arriver à monter 3 marches comme si c'était l'Himalaya, c'est vraiment tenter d'atteindre l'inaccessible. Et cela ne se fait pas sans effort et sans abnégation. Ah ben c'est un travail, c'est un véritable travail, c'est clair. Quand on a 20-30 ans, qu'on est guide, on ne peut pas imaginer qu'un jour on va avoir besoin de peut-être d'aller voir une psy, d'aller voir un ostéo, d'aller prendre un antidépresseur. Voilà, on est fort, on est guide avec l'ego des guides qu'on connaît bien. Là, nous, ça ne peut rien nous arriver, on est fort, etc. Ben non, la montagne s'écroule et l'homme il peut s'écrouler de la même manière. Et donc on a évidemment besoin on apprend. Voilà, je répète, on apprend des autres. Ouais. Oui, arriver sur le premier palier, c'est sortir de la voie par le haut. C'est vraiment une sorte de plénitude, comme le ressent l'alpiniste qui ouvre une voie et qui arrive. Ben, il faut, en effet, hein, quand on est allongé, donc moi j'étais paraplégique, je bougeais pas les jambes, etc. Donc on est, bon, comme je disais, avec notre ego masculin et le guide, alors on est allongé et puis on se retrouve à se faire laver tout nu par les infirmières. Bon, on ravale notre pudeur. Puis ensuite, eh bien, on essaye d'apprendre à juste se verticaliser et puis ensuite à poser un pied par terre, etc. C'est un vrai chemin et en fait, on a besoin de ça parce que soit on se laisse aller et on reste dans son canapé, peut-être à regarder la télévision, à pas faire grand-chose, soit on se bouge et en fait, voilà, on essaye de marcher et puis petit à petit, on progresse. C'est long, c'est très long, mais en tout cas, si ce livre peut servir à ceux qui ont des problèmes, quels qu'ils soient, à se bouger, je crois que c'est bien parce que voilà, on arrive en effet à avoir eu des projets, c'est pas toujours simple, hein, mais voilà, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Oui, je pense que ce livre peut rendre service à des personnes qui vivent la même expérience ou qui l'ont vécue. Et ce livre me fait penser au livre de Sylvie Samicia, impatiente, qui elle est passée sous un camion et qui a perdu un bras et qui, comme toi, avait été vraiment avait connu les limites de la vie. Et le point commun entre les deux livres, c'est que l'un comme l'autre, une fois sorti du coma, vous vous repenchez sur l'événement et vous vous dites qu'il eût été dommage de partir sans dire adieu et sans un dernier sourire, que ce soit pour la personne blessée ou que ce soit pour son entourage. Alors longtemps, c'est aussi un débat qui est intéressant. Pendant longtemps, je pensais que, par exemple, celui qui avait un infarctus, il mourrait, et puis souvent on entend dire oh ben, c'est une belle mort, il n'a pas souffert. En fait, avec le recul, je crois que c'est important de dire au revoir. Et j'aurais été fâché d'être mort, parce que j'aurais pas pu dire au revoir à mes filles, à mes petits-enfants, à ma femme. Voilà, la vie, pour moi, ça n'aurait rien changé. Évidemment, on passe de l'autre côté. Alors après, reste à savoir ce qui se passe de l'autre côté, c'est un autre sujet. Mais je pense que avoir le temps de dire au revoir, c'est important. Et voilà, alors quelquefois, quand on apprend que les gens sont malades ou qu'il y a quelqu'un qui a une maladie, on se dit le pauvre, c'est long, etc. Mais souvent, l'expérience m'a montré que, voilà, on a le temps de dire au revoir, de se préparer à la suite. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, en tout cas, je ne souhaiterais pas avoir un infarctus, comme je ne souhaiterais pas avoir un autre camion qui me rentre dedans. Et j'aimerais bien avoir le temps de dire au revoir.
présence de la famille et des amis est importante. Elle illumine ces journées qui s'éternisent. Et la question posée est de savoir si les mots choisis par les visiteurs, par l'entourage, par la famille, sont toujours bien choisis et s'ils n'ont pas parfois un impact négatif. Est-ce que les bonnes intentions sont toujours aussi bonnes qu'on le pense? Alors, c'est un autre sujet aussi parce que c'est vrai que si un jour vous avez des amis qui sont dans cette situation, sans vouloir peser les mots, parce que chaque fois c'était évidemment avec compassion, avec empathie, avec gentillesse, mais c'est vrai que quelquefois on est fatigué et ceux qui viennent nous visiter ne se rendent pas compte de la fatigue qu'on peut avoir. Et quelquefois, c'est vrai que c'est maladroit, mais moi, j'en ai jamais voulu à personne, comme d'ailleurs, j'en ai pas voulu du tout à celui qui m'a percuté. On s'est vu avec lui, il est venu me voir à la maison, et puis après, on a déjeuné ensemble. En fait, voilà, donc tous ceux qui vous accompagnent, ben, vous pouvez pas leur en vouloir s'ils sont maladroits, comme celui qui m'a renversé. Vous pouvez pas lui en vouloir parce que de toute façon, si vous lui en voulez, ça veut dire que vous avez de la colère et la colère, ça n'aide pas à la reconstruction. Donc voilà, j'ai eu des bonnes relations avec Thomas, il s'appelle Thomas. Voilà, on a eu des beaux échanges. Et à la fin, j'avais l'impression, les dernières rencontres, qu'il avait plus besoin de moi que moi de lui. Parce qu'il culpabilisait, c'est quelqu'un qui fait des travaux acrobatiques, qui est pisteur l'hiver, en station, qui travaille avec des guides, etc. Et d'avoir bon, cassé la vie d'un guide, ça l'a traumatisé. Et je crois que à la fin, ouais, il avait plus besoin que je le rassure que l'inverse. Voilà, donc en effet, voilà, ça dépasse peut-être ceux qui vous aident avec des mots maladroits, mais en fait, évidemment qu'il y a des mots maladroits, mais jamais j'en ai voulu à ceux qui les ont prononcés. L'absence de révolte témoigne d'une grandeur d'âme ou c'est parce que ta nature est une nature tout à fait bonne et tournée vers les autres? Bon, je ne sais pas si j'ai une grandeur d'âme, hein, c'est pas à moi de le dire. Ça, alors, je n'oserais surtout pas dire ça. Non, je crois que ouais, c'est naturel. C'est naturel. Tout ce que j'ai constaté, c'est que ceux qui sont en colère, qui restent en colère, mais quelquefois c'est en colère sur des détails, ça aide pas à avancer. Ça, voilà, ça empêche la reconstruction. Et je crois que vraiment, il ne faut pas être en colère. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas été, mais je ne l'ai pas choisi. Je crois que c'est naturel. Dans ta vie de guide, tu as toujours été sur le fil, que ce soit au bord des crevasses ou sous un couloir d'avalanche, etc. Et donc, tu as donc tutoyé la mort. Et là, de la voir aussi près sur une route de montagne, c'est quelque chose de tout à fait inattendu. Et quel est le rapport que tu avais au risque quand tu étais guide et quelle était la façon dont tu appréhendais le risque en montant sur ton vélo pour une balade ordinaire? Alors c'est vrai que, en fait, j'ai jamais trop pensé à ça. Bon, moi j'ai fait du delta, j'ai fait du parapente, j'ai fait de la moto, j'ai fait pas mal de choses. Je suis allé en expé en effet, et en alpinisme. Mais en fait, c'est pour moi, pendant longtemps, j'ai jamais pensé à ce qu'il pouvait m'arriver quelque chose. J'avais une espèce de confiance. Et alors après, en effet, quand il m'est arrivé l'accident, j'avais arrêté le parapente de delta parce que, bon, évidemment, dans la vie de guide, etc., dans tout ça, on se fait mal, on peut se casser une jambe, etc. Et puis j'avais plus du tout envie de me faire mal, j'avais envie d'être paisible. J'arrivais à un âge un peu avancé. Et même en ski, je skiais plus doucement, enfin voilà, donc j'avais plus envie de me faire mal. Mais j'ai jamais pensé que je prenais des risques inconsidérés en montagne ou ailleurs. J'avais l'impression, peut-être à tort, de maîtriser. Et puis là, il arrive ce qui arrive, et en fait, oui, ça c'est assez violent. Mais ce rapport à la mort, jamais. Alors après, évidemment, dans ce milieu de guides, hein, il y a plein de guides qui ont des accidents et qui sont pas revenus.
Je sais que ça fait partie du jeu, on ne maîtrise pas tout, mais voilà, enfin, en tout cas, je n'ai jamais pensé à ça. Et si je reviens par exemple à ma femme qui s'appelle Laure, elle n'a jamais pensé que j'allais parvenir. Elle n'a jamais eu peur dans tout ce que j'ai pu faire en montagne. Elle n'a jamais eu peur et s'est jamais dit j'espère qu'il va revenir. Ça ne s'est jamais passé. Et comment invente-t-on le futur lorsque l'on est cloué sur un lit d'hôpital avec des perspectives qui ne sont pas évidentes? Alors, c'est pas facile en effet. Moi, je me suis fait aider. Alors souvent, pour en avoir discuté, et en plus ça c'est très masculin, les hommes n'aiment pas se faire aider, comme je disais, hein, notre petit ego, aller voir une psy, c'est pas terrible. J'y suis allé. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, comme je disais, hein, les psys, je suis allé voir les ostéos, donc ça aide énormément. Il y a une psy qui m'a vraiment aidé à un moment donné bien particulier. Ensuite, je crois que les amis, enfin, je vais répéter, mais les amis, l'entourage, les enfants, etc., aident à se reconstruire. Je dois dire que l'hiver dernier, j'étais vraiment pas bien, donc j'étais sous antidépresseur. Et puis, en fait, j'ai une amie à un moment donné qui me voyait pas bien là, qui m'a emmené en bateau, dans le bon sens du terme, pas emmené en bateau, en voilier. Et puis, donc, on est parti de Marseille là pour aller en Corse, aller-retour. Et là, je me suis trouvé que j'ai trouvé que j'étais bien. Et du coup, j'ai acheté un bateau. Et puis, on a fait le tour de l'Atlantique Nord. Pendant 5 mois, j'ai navigué, j'ai trouvé mes marques, on a refait des transats à deux, et j'ai trouvé que c'était génial. Et puis bon, donc ça c'était l'année dernière, et puis cet hiver et cet automne, j'ai retrouvé la vie classique, la vie quotidienne, avec les médecins, je me suis fait réopérer, enfin bref, tout ça. Et voilà, l'année dernière, j'étais vraiment pas bien, pour le dire. Donc je suis parti en bateau le 1er mai, là, sous antidépresseur. Et puis, j'ai navigué pendant 1 mois, j'ai tout arrêté les médicaments. Et en fait, le bateau est une véritable thérapie. Et donc, j'ai retrouvé, là, je suis parti, donc j'ai fait Irlande, Écosse, Norvège, Suède. Mon bateau est en Suède, je retourne fin août le chercher pour l'armée en Bretagne. Et voilà, ça a remplacé les médicaments. Et voilà, c'était un projet que j'aurais jamais pensé faire avant, mais qui est venu un peu comme ça. Et voilà, donc. C'est un peu la suite de l'aventure. Cette croisière, c'était le retour à la normale? Le retour à la normale, pas tout à fait, parce que ça reste difficile. Hein. S'il faut que j'aille à l'avant du bateau, j'y vais à 4 pattes, etc. Mais enfin, j'ai pris mes marques. Ouais. Et en tout cas, on oublie complètement ce qu'on est, parce que bon, j'ai pas mal de douleurs neurologiques encore. Mais le bateau, on oublie complètement ce qu'on a. On est parti ailleurs, et puis plus personne nous demande comment on va. On est dans un autre monde et en effet, oui, c'est peut-être une sorte de retour à la normale. Ouais. Tu dis que personne ne nous demande comment on va parce que sur un bateau, finalement, on ne parle pas ou on parle peu ou on ne parle pas pour ne rien dire. Alors, c'est vrai qu'on peut rester des moments sans rien dire. Quand on est en transat à deux, on dort, on se relaie. Mais il se passe toujours quelque chose de fort. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est vrai que ça dépend. On peut avoir des grandes discussions philosophiques. Ouais. Mais est-ce que le meilleur accompagnement, c'est pas le silence, enfin, c'est pas accompagner sans rien dire, en tout cas sans tenir de propos inutiles? Oui, le silence, mais c'est un partage difficile parce que c'est vrai que, évidemment, que les amis, les copains, les connaissances, les clients, toute la famille, ils ont tendance à. Évidemment qu'ils nous demandent comment on va, puis c'est normal, et puis c'est la vie aussi, puis on se nourrit de ça. Et puis il y a des fois, ouais, ça reste un petit peu lourd parce que ça nous ramène au handicap, quoi. Et le handicap, c'est peut-être la chose la plus difficile à accepter. Quand je suis rentré là, j'ai reçu ma carte d'handicapé. Bon, j'ai fait la demande, mais il m'a fallu 2 ans pour faire la demande quand même. Et puis voilà, il faut que j'achète une canne, enfin bref, oui, et tout ça c'est une démarche qu'il faut du temps. Alors après, bon, bah, c'est les autres qui nous demandent comment ça va, mais c'est vrai que quand on marche avec une canne dans la rue, là où on habite, c'est un peu
C'est pas si facile. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est ça, Ouais, c'est un peu ça. Mais en même temps, c'est bien. Mais bon, voilà. Alors justement, dans cette situation de handicap, et là, de handicap temporaire, qu'est-ce que l'on aimerait s'entendre dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à des personnes qui sont dans cette situation de fragilité? Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'il faut dire ou pas dire. Je crois que c'est à la manière de le dire. En fait, c'est ça qui compte le plus. Si on sent, c'est des choses qu'on sent, qu'on ressent, quoi. Donc, mais par contre, c'est vrai que quelquefois on peut s'agacer à entendre dire, oh bah ça va mieux maintenant. Voilà, ouais, ça va mieux. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas très important. Voilà, il faut rester simple et naturel et pas dégouliner de générosité pour essayer de consoler la personne en souffrance. Et ce travail de résilience et cet apprentissage du renoncement, toi qui étais très actif, est-ce qu'il a été nourri par tes souvenirs de voyage, tes souvenirs de rencontres, tes souvenirs d'affection que tu as pu avoir pour les personnes que tu as accompagnées en expédition et dont tu parles dans tes livres précédents? Je dirais, est-ce que le souvenir de toutes ces personnes que tu as rencontrées a été salvateur ou a été important pour toi? Je crois pas que le souvenir, je crois pas que le souvenir ait aidé. Je crois que le principal, c'est d'essayer d'avoir des projets. Les souvenirs, c'est plutôt les personnes qui témoignent. Bon, j'ai reçu plein de témoignages par écrit. Les souvenirs, dire qu'on a fait ci ou fait ça, on tombe vite dans le regret de ce qu'on n'a pas fait, quoi, et de ce qu'on pourra plus faire. Donc, je pense qu'il faut éviter de se replonger trop dans les souvenirs, mais plutôt aller voir vers l'avant, quoi. Pourtant, dans ce témoignage-là, tu retraces ton parcours et à chaque étape de ton parcours, tu le resitues dans le contexte historique de l'époque. Alors ça, pour moi, c'est important parce que, par exemple, en bateau, là, quand j'étais en bateau, bon, moi, je suis abonné à un journal, je regarde les informations du monde. En fait, ça aide parce que on a notre petite situation qui reste finalement minuscule par rapport aux événements du monde. Et quand je lisais sur le bateau, bon, parce que sur les côtes, on a quand même rapidement la 5G, ce qui se passe, je ne vais pas vous faire un tour du monde, mais entre Gaza, l'Ukraine, etc. Ensuite, j'ai eu la chance, comme je le disais, de pas mal voyager, que ce soit en Russie, en Iran, au Niger, au Mali, en Algérie, en Éthiopie, etc. Tout ça, c'est des pays où on ne peut plus aller. Et quand on voit ce qui se passe, notre petite histoire personnelle, obligatoirement, elle se réduit à bout de chagrin, quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'on va l'oublier, notre petit problème, parce qu'il est là, mais en tout cas, ça relativise les choses. Et donc les souvenirs, c'est plus ça. Quand je vois mes copains du Niger, là, les Touaregs qui n'ont plus de travail, et voilà, c'est leur situation est 10 fois plus dramatique. Et puis des tas d'amis qui ont d'autres problèmes. Donc chaque fois, il faut relativiser ce qu'on a. Voilà. Donc pour moi, c'est pas les souvenirs, c'est simplement voilà ce qui se passe à travers le monde. Et donc dans le livre, j'ai voulu aussi retracer un petit peu ce qui s'est passé, parce que je ne sais pas quel âge vous avez tous, mais moi qui suis né en 51, eh bien, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la Terre. Aujourd'hui, on est 8. C'est énorme la différence, parce que moi, j'ai connu, par exemple, pour ceux qui sont allés là-bas, au Machu Picchu, par exemple, nous, on a dormi dans les ruines. La première fois que je suis allé en 78, on dormait dans les ruines, il n'y avait absolument personne ne nous embêtait. Et ainsi de suite, je pourrais vous donner des tas d'exemples. Il ne s'agit pas de regretter ou de dire c'est mieux avant, hein. C'est pas du tout ça. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, le monde a énormément évolué et il y a une surpopulation que tout le monde connaît, un surtourisme, etc., qui pose certainement des problèmes. Et donc, à travers le monde, j'ai eu la chance d'aller dans les endroits où il n'y avait vraiment personne. Donc, pour moi, c'était aussi important de se replacer aussi à travers le monde. Moi, je raconte un petit peu. Bon, en 53, quand les premiers ont fait l'Everest, là, les Anglais,
il y avait des porteurs qui amenaient le courrier du camp de base à Katmandou, puis qui repartaient en Telex ou je ne sais pas par quel moyen pour informer. Et aujourd'hui, il y a le téléphone satellite, et puis on fait l'Everest en 8 jours avec le Xénon. Donc cette évolution, elle est incroyable sur la vie d'un guide, d'un métier de guide, où j'ai presque travaillé 50 ans. Entre le début et aujourd'hui, c'est une véritable révolution. En bateau, j'ai pas de carte papier. Et je discutais avec un vieux marin, il me disait, mais aujourd'hui, on va dans des endroits où on n'allait pas avant, parce qu'on a des écrans avec une précision de l'emplacement du bateau qui est extraordinaire. Donc tout ça, le monde a évolué avec les événements politiques, etc. Et pour moi, c'était important à travers l'histoire de la montagne et des voyages de me resituer par rapport aux événements du monde en restant modeste, parce que voilà, c'est important. Oui, mais c'est particulièrement intéressant parce que d'une part, ça nous remet en mémoire ces événements et ça les resitue dans ton contexte de vie, dans ton histoire de vie, et ça nous permet de prendre mesure aussi de l'expansion démographique exponentielle au cours d'une vie. Oui, une petite vie, hein, c'est rien par rapport à l'histoire de la Terre. Et quand on mesure l'expansion démographique en 50 ans, on s'aperçoit effectivement que le monde a connu des bouleversements considérables et qu'il ne s'est pas guéri de cette tentation de guerre perpétuelle. Ouais. Oui, parce que, bien sûr, ouais, on vient de fêter Hiroshima, et en fait, on a l'impression qu'on est à deux doigts de revivre ça. Donc voilà, on s'inscrit, et en montagne, et nous les guides, pour rencontrer des tas de monde, puisqu'on emmène des tas de personnes différentes, qui ont des métiers totalement différents, eh bien on suit aussi ces événements par rapport au travail, par rapport à leur engagement, par rapport à plein de différentes situations. Donc c'est important de se situer là-dedans et de ne pas croire qu'on est dans un petit cocon paradis. Moi j'habite dans les Hautes-Alpes, c'est vrai que là où j'habite c'est un paradis, mais on ne peut pas vivre sans regarder un petit peu ce qui se passe autour de soi et essayer d'agir à un tout petit niveau, chacun au sien. Tout à l'heure, il y a eu l'avenir de la montagne avec les gens qui sont engagés. C'est important aussi de voir que la montagne évolue et les conditions en montagne évoluent, puisque, par exemple, moi, quand j'ai commencé à travailler comme guide, la grosse saison des guides, c'était l'été. Aujourd'hui, c'est l'hiver. Donc, ça a complètement changé, ça bascule. Et voilà, c'est une évolution qui est incroyable. Oui, tu as été un spectateur engagé et attentif aux soubresauts de l'actualité. Et on est loin du guide qui joue un concert égoïste avec le rocher et qui finalement ne s'intéresse qu'à lui et à sa voix sans penser à ce qui se passe autour de lui. Et ce qui est frappant dans ton témoignage, dans le récit de ta vie, c'est cet éloge que tu fais du nomadisme qui te pousse à la sérénité et aussi à l'altérité. Je veux dire, où que tu aies pu aller, tu as toujours été attentif aux personnes de rencontre. Ben oui, parce que le nomadisme, c'est les peuples autochtones, que la société globalement et la civilisation qu'on connaît a peu à peu enfermé dans les frontières. Bon, je parle des Touaregs, mais il n'y a évidemment pas que. Et aujourd'hui, tous ces peuples ont tendance à disparaître. Enfin, en tout cas, ils vont disparaître, s'ils n'ont pas complètement disparu d'ailleurs. Et alors qu'ils détiennent souvent l'essentiel, ce lien avec la nature qui est très fort, cette connaissance qu'ils ont du milieu dans lequel ils vivent. Alors on retrouve ça aujourd'hui dans les Alpes avec par exemple les bergers, on retrouve ça avec un certain nombre de gens qui sont en contact avec la nature, mais ce que je dis dans tous ces nomadistes, c'est ce lien avec la nature en effet. Et c'est tellement important quand on voit les enfants, la joie qu'ils peuvent avoir quand ils jouent dehors, quand ils se baignent, quand ils bivouaquent autour d'un feu, etc., l'importance que ça a pour eux. Alors que si s'ils restent malheureusement enfermés en ville, ou pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, ou alors qui ont d'autres préoccupations, c'est dommage parce que dès qu'on a
ouais, des jeunes et des enfants qui sont en lien avec la nature, qui l'apprécient vraiment. On le voit sur le visage, ils sont fondamentalement heureux et on retrouve chez ces enfants les visages des Touaregs. Alors, je parle des Touaregs parce que je suis allé souvent et puis je les connais bien. C'est pas toujours facile, hein, évidemment pour eux. S'ils sont malades, ils sont pas à l'hôpital à 3 kilomètres. Mais en tout cas, quand on allait chez les Touaregs ou quand on arrivait dans les campements, les gamins, ils rient, ils ont rien. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on peut constater. Donc, c'est important de prendre exemple sur eux parce que je crois que ce lien avec la nature est vraiment primordial et on a tendance à l'oublier. Et de mesurer que le bonheur qui peut transparaître chez ces personnes de rencontre est authentique, alors qu'on est dans un pays où on se plaint souvent de tous les excès dont on dispose. Ouais, ça c'est un peu juste, oui. Et il y a les Touaregs, mais il y a aussi des rencontres avec des amis des pays de l'Est, comme tu le relates dans Cheminement, ton livre précédent. Ce sont des amitiés très fortes qui sont nouées au cours de ces voyages. Ça reste, en effet, oui, oui, des relations fortes, bien sûr. Ouais. J'ai des nouvelles régulièrement de André, qui est un russe, du Touareg, d'une Iranienne aussi, d'une guide iranienne là, qui me racontait qu'elle avait peur d'emmener sa fille à l'école parce qu'elle avait peur des gardiens de la Révolution, alors que elle nous a guidés après des séjours en ski pour visiter Ispahan, une femme qui parle français magnifiquement. Et voilà, donc elle vit, il n'y a plus de tourisme, et puis, comme je disais, ouais, elle a peur d'emmener sa fille à l'école parce que, voilà, en Iran, il se passe des choses terribles pour les femmes en particulier. Et quand on a vécu de telles amitiés, de telles relations fortes avec des personnes qui étaient vraiment dans des situations difficiles, contraignantes, voire extrêmes, est-ce que leurs souvenirs aident à passer d'un jour à l'autre lorsque l'on se retrouve soi-même au fond d'un lit dans une situation incertaine? Oui, oui, ça reste, comme je disais, ça reste des beaux souvenirs. Après, on a juste envie de les revoir. Donc, comme je reparlais, c'est d'avoir le projet de retourner ou de les revoir un jour. Et un autre élément qui est très intéressant dans ce livre, c'est le problème du renoncement. Alors, il y a le renoncement au métier de guide, il y a le renoncement qui consiste à ne plus faire de course, à ne plus envisager tel ou tel effort physique. Et puis, il y a un renoncement beaucoup plus positif qui est celui de l'abandon du déambulateur. Donc, il y a une dualité dans ce terme de renoncement que tu décris très bien. Oui, renoncer au déambulateur, c'était plutôt un plaisir. Oui, et après, c'est une succession d'Himalayas ou de sommets qui sont franchis les uns après les autres, et à chacun son Everest dans un centre de rééducation. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et après ces moments de rééducation, ces longues journées d'hôpital, ce retour à domicile dans des circonstances compliquées, parce que quand on est habitué aux grands espaces, se retrouver chez soi dans une chambre avec des lits médicalisés, etc., là encore, est-ce que c'est un traumatisme ou est-ce que c'est finalement une porte ouverte vers l'avenir? Alors, le retour à la maison, c'est très spécial parce que, en fait, on est content de rentrer chez soi. Et en même temps, on abandonne tout ce petit cocon confortable du centre de rééducation avec les infirmières qui sont là, qui sont aux petits soins, qui sont charmantes, jolies, etc. Et puis d'un coup, on se retrouve chez soi. Alors, je ne dis pas que ma femme n'est pas jolie, je sais pas comment. Mais on n'est plus, voilà, et on est livré un peu à soi-même. En plus, ma femme, elle a toujours des velléités d'aller marcher, de partir un peu, donc on se retrouve tout seul. Et là, c'est pas forcément toujours facile. Parce que c'est vrai qu'on est vite dans un petit cocon, on a sa petite chambre, ses petites habitudes.
Voilà. Donc, en effet, c'est une autre étape. En fait, c'est une suite d'étapes. En fait, c'est une montagne à gravir avec des camps de base, et puis un camp 1, camp 2, etc. Je ne sais pas où sera le sommet, mais en tout cas, voilà, c'est des étapes à suivre. Et puis des expéditions autour de sa chambre. Oui, ce sont des expéditions autour de sa chambre. Voilà, tu imagines ce que tu as fait, ce que tu vas faire. Et ta soif de découverte est restée intacte. Ouais, et puis après, on lit aussi à la lecture, il y a pas mal de choses. Hein. Il n'y a pas que ce qu'il y a autour. Mais, voilà. Et le fait de partir en bateau et de partir au loin, ça a été une délivrance, mais est-ce que ça a été aussi le désir ou le besoin de se laver des souillures intérieures qu'avait laissé cet accident et les différentes interventions qui... Ah bah c'est sûr, hein, comme j'ai déjà dit, hein, c'est sûr que ça... C'est un peu comme quand partir dans le désert ou partir marcher ou faire un trek en Himalaya ou un sommet. En fait, c'est un peu la même chose. Hein, on est concentré sur ce qu'on doit faire, on oublie un petit peu ouais, ses problèmes ou ses petits. Bien sûr, oui, c'est ouais, un peu comme une thérapie, oui, tout à fait. Et le fait que tu te sois tourné vers la mer, est-ce que c'était pour mieux accepter le renoncement à la montagne? Ah, Ou est-ce que tu... allez, une question piège. Oui. En fait, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de guides qui naviguent. En fait, si vous voulez, pour moi, il y a trois grands espaces où on peut rencontrer encore. Il y a la montagne, le désert et l'océan. Et la montagne, parfois un petit peu moins, mais le désert, en fait, on part pendant longtemps et on dort dehors, on est au contact avec la nature, comme je disais. Et là, par exemple, en mer, je suis parti là, donc le 1er mai, et du 1er mai, alors que je suis allé en Angleterre, donc en Écosse, etc., comme je vous le disais, on m'a redemandé le passeport uniquement à l'aéroport de Stockholm quand je suis rentré en avion. Et pendant 3 mois, on ne m'a pas demandé ni la carte d'identité, ni le passeport, ni ma carte vitale, ni les papiers du bateau. Pendant 3 mois, j'ai rien, on n'a pas eu un contrôle. On arrivait dans les ports, etc. Pas un contrôle, rien du tout. Et il y a un sentiment de liberté. On a l'impression qu'on peut partir ou faire le tour du monde en bateau sans que personne se préoccupe de qui vous êtes, etc. Et ça fait un bien fou. Donc ça, c'est vrai que... Et est-ce que la mer est un élément propice à la méditation, davantage que la montagne ou davantage que le désert? Alors ça, c'est sûr. Parce que par exemple, quand vous êtes en transat ou en pleine mer, il y a des fois où j'étais avec mon amie Christine, à la fin de la journée, parfois on dînait, là, et puis bon, il y a des fois, évidemment, il y a du gros vent, et des fois, il y a des grosses vagues, il y a des fois, vous n'avez pas un brin de vent, et puis il y a des fois où tout se passe bien, vous êtes là, ça navigue très tranquille, etc. Et puis on est dans le bateau, et puis à la fin de la journée, au moment de dîner, on se disait, mais on a fait quoi là aujourd'hui? En fait, la journée s'est passée et il ne s'est rien passé. Et en même temps, la journée s'est passée avec plaisir. Et si aujourd'hui, par exemple, vous me demandiez, par exemple pour la Transat en particulier, les journées qu'on a passées, je suis incapable de dire J1, J2 comme tout. Comme par exemple en montagne, vous êtes arrivé au refuge Albert Ier, vous avez fait les 8 du tour, vous êtes redescendu à tel refuge. La montagne est rythmée, ou soit par un bivouac, etc. En mer, pas du tout, c'est parti. Et en fait, vous n'avez aucun repère. Et aujourd'hui, je suis incapable de dire que pendant tant de jours, on a navigué au près, ou au vent arrière, ou 3/4 arrière. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu la pétole totale, c'est-à-dire que c'est calme plat, mer d'huile, on s'est baigné autour du bateau, en plein océan Atlantique. Ça, c'est un grand, grand souvenir. Un autre jour, on a eu des baleines, quand je dis des baleines à 50 mètres, elles sont à 20 mètres du bateau. Donc ça, c'est des trucs d'une force incroyable. Et puis, vous avez des journées où il ne se passe rien. Alors évidemment, c'est propice à la méditation. Oui, et puis ce témoignage est aussi un partage de tes émotions et une volonté, là encore, de se tourner vers l'autre et de ne pas laisser garder pour toi ce que tu avais ressenti, mais au contraire le transmettre pour toi-même et puis surtout pour les autres. Oui, je pense que transmettre, c'est important. Ben, c'est la littérature, c'est le cinéma, c'est la culture, c'est les rencontres,
c'est important de transmettre, de partager. Ouais, je crois que c'est primordial. Puis ça nous enrichit parce que c'est pas que nous qui apportons, c'est aussi, comme je disais, pour le métier de guide, bien sûr qu'on apporte quelque chose à ceux qu'on emmène, mais eux, ils nous enrichissent en retour. Enfin, comme je disais, donc bien sûr, la transmission, c'est essentiel. Le modèle que transmet ce livre, c'est que jamais Michel Zalliot ne se lasse, et jamais il ne se plaint. Et donc, il a parfois des moments difficiles, hein, qu'il ne cache pas, mais il n'y a jamais d'acrimonie, de révolte, de recherche de culpabilité chez l'autre, ni de recherche de bouc émissaire. C'est je dirais, un modèle de sérénité, et c'est peut-être le message principal de ce livre. Je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, hein, je crois que c'est au lecteur. Mais pour revenir sur la plainte, c'est amusant parce qu'il y a 3 jours, là, je suis allé voir une naturopathe, et puis j'étais un peu en avance, il y avait un Psychologie Magazine. Bon, j'ai ouvert ce Psychologie Magazine et il y avait un article sur la plainte. Et en fait, l'auteur expliquait que, en fait, la plainte, c'est synonyme de rejet. C'est-à-dire que on peut décrire son état. Oui, j'ai mal, j'ai ceci, j'ai cela. Mais se plaindre, l'autre à qui vous faites part de votre plainte, à un moment donné, il vous rejette parce que l'autre, il n'aime pas qu'on se plaigne. Et en fait, la plainte, ça. Alors, je parlais pas je prenais pas ça pour moi, mais en tout cas, ça me confortait dans l'idée que oui, il faut éviter de se plaindre parce que l'autre, il a peur, il n'aime pas la plainte. C'est pas une transmission. La plainte n'est pas une transmission pour moi, hein. Mais voilà, ça rejette celui à qui on s'adresse. Donc, il faut faire très attention à la plainte et essayer d'éviter. Oui, c'est l'expression d'une frustration qui coupe du monde et qui coupe la communication, parce qu'on n'a pas envie, effectivement, de s'adresser tous les jours au bureau des pleurs. Hein. Donc, effectivement. Ouais, la plainte, ça amène obligatoirement de la frustration, la colère, etc. On rentre dans un engrenage où on peut pas, en tout cas, quand il est arrivé quelque chose, on peut pas se reconstruire. Bon, après, moi, je suis pas du tout un philosophe, hein. Mais en tout cas, c'est juste ce que je pense. Non, mais ça fait du bien de lire le témoignage d'une expérience menée par un homme calme et serein et qui finalement menait sa vie par passion sur tous les continents, sur tous les... Ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, tu l'as fait comme ça. Enfin bon, tu caches bien ton jeu parce que c'est finalement ce qui transparaît de ce témoignage. Donc bravo. Est-ce que vous auriez des questions à poser à Michel? J'ai une question plus personnelle. Est-ce que ça t'a permis de te rendre compte à quel point ta femme était un équilibre familial? C'est un autre sujet. Non, elle écrit aussi avec toi. Mais j'en doute pas. Je pense que la présence de l'entourage est très importante et là encore, c'est intéressant de voir que dans le cas présent, l'entourage a été présent et n'a pas débarrassé le couvert de la personne malade. En fait, ce qui veut dire, c'est que quand j'étais à l'hôpital, évidemment, on a un certain nombre d'amis, de connaissances, la famille qui demandent des nouvelles. Et pour éviter tous les coups de fil, etc., les répétitions, Laure, donc ma femme, avait créé un groupe WhatsApp. Alors, il y avait pas mal de gens qui faisaient partie de ce groupe et elle envoyait des nouvelles assez régulièrement, ce qui évitait ce dont on parlait, toutes ces questions et comment il va, etc., où elle répète sans arrêt. Alors, elle envoyait des WhatsApp, donc elle écrivait à sa manière. Et en fait, au départ, moi, j'ai repris pas mal de ces WhatsApp pour me rappeler de ce qui était arrivé, parce que sans ces WhatsApp, je n'aurais pas tout ce qui s'est passé à Grenoble, je ne m'en serais pas souvenu du tout. Donc voilà, c'est pour ça que, en fait, elle a pas mal écrit sur ce groupe WhatsApp. C'est important de signaler l'attachement de la personne, et en l'occurrence de l'épouse, parce que dans d'autres circonstances, il y a une éviction de l'entourage et du conjoint par rapport à la personne. Oui, et puis, par exemple, quand j'étais en centre de rééducation, il y avait un monsieur là, avec qui je partageais un peu de kiné. Alors lui, il était là depuis je ne sais pas combien de temps, et il était amputé d'une jambe.
En fait, il avait aucune famille, aucun ami. Il habitait dans un deuxième étage sans ascenseur. Et en fait, il restait au centre de rééducation parce qu'il ne savait pas quoi faire de cet homme qui était tout seul, qui était là, sans aide, sans amis, sans famille, et qui ne pouvait même pas rentrer chez lui, vu son état. Donc ça, c'est sûr que là, c'est quand même... on s'aperçoit qu'on est privilégié, ouais, bien sûr. Ce qui montre que dans une prise en charge médicale, il doit y avoir une prise en charge totale de l'ensemble des pathologies que présentent les personnes, mais il doit y avoir aussi une prise en charge globale tenant compte de l'aspect purement médical, mais aussi de l'aspect psychologique, environnemental et surtout social. Et il n'y a pas que la maladie, il n'y a pas que la rééducation, il y a tout ce qu'il y a autour et l'environnement dans lequel la personne évolue. Donc ça, c'est important. Monsieur ? Oui, comment vivent vos confrères, les guides, la compagnie du guide dans laquelle vous étiez, en réaction par rapport à eux-mêmes, par rapport à vous, leur réaction, vraiment, j'imagine qu'elle est certainement différente de celle de votre famille ou de vos amis proches qui ne sont pas professionnels de la montagne. Alors, si c'est proche parce que, en fait, il m'est pas arrivé un accident de montagne. Plusieurs fois, les gens m'ont dit « Ah oui, il s'est fait mal en montagne ». Alors, l'accident de montagne, évidemment, ramène à la dangerosité du métier et aux problèmes qu'on peut trouver en montagne, les avalanches, les chutes de pierre, etc. En fait, moi, j'ai pas eu l'accident de montagne. J'ai eu un accident que tout le monde peut avoir à partir du moment où il fait du vélo. Et donc, les réactions, elles sont, comme tout le monde, amicales. Elles ne ramènent pas au danger de la montagne. Donc, voilà, c'est des réactions classiques. Donc, j'ai pas eu des retours voilà, concernant les problèmes liés à la montagne. Il y a eu, excusez-moi, un désir de la part de vous ramener à la montagne, de vous aider à revenir à la montagne? Oui, après, j'ai des amis qui sont guides. Bon, l'année dernière, enfin l'hiver dernier, j'ai fait 7 randonnées à ski. Alors, je vous rassure, hein, j'ai fait la dernière, j'ai fait 300 mètres en 3 heures, donc ça vous parle. Mais à chaque fois, c'est des guides qui m'ont accompagné, c'est des amis guides qui m'ont accompagné, ouais, ils m'ont sorti. La première fois, c'est un peu eux qui m'ont poussé. Après, il faut que je descende sur une piste d'année facile, ça, mais ouais, c'est eux qui m'ont, les amis, ouais, qui m'ont aidé à me ramener. À chaque fois que j'ai fait une randonnée à ski, c'était avec des amis guides, ouais. Est-ce que dans ce parcours, il y a eu des moments de découragement, ou des moments... Ah, bien sûr, oui, ouais, comme quand tu gravis une montagne. Il y a des moments, c'est un peu difficile, hein. On se dit, on va faire demi-tour. Mais, ouais, bien sûr. J'ai même demandé à des médecins des médicaments pour en terminer. Donc, bon, évidemment, ils ne veulent pas. Heureusement qu'ils n'ont pas voulu. Mais tu pourrais peut-être tôt. Ah non, moi je suis complètement retraité. Juste une ordonnance. Ah non, je n'ai plus le droit de faire d'ordonnance. Non, je suis trop âgé pour ça. Des questions? Oui. Ça vous a pris combien de temps? Il y a la question d'une kinésithérapeute Ça vous a de pris première catégorie. combien de temps pour arriver à remarcher? Parce que, bon, la paraplégie, des fois, elle est complète et c'est pas possible. Ah ben non, là, je sais pas. Alors, je crois que j'ai mis 2 mois à être verticalisé. Après, mais remarcher sans déambulateur? Ouais, peut-être 6 mois, 5-6 mois. Après, j'ai eu des béquilles. Hein. Après, vous savez, si vous êtes kiné, vous connaissez les étapes. Voilà, monsieur. Vous êtes donc passé par une phase handicap. Je voulais savoir si maintenant, à partir de maintenant, vous avez un autre regard sur le handicap ou c'est quelque chose déjà qui vous préoccupait avant. Est-ce qu'il faut attendre qu'on soit handicapé pour s'occuper des handicapés? Alors, je vais répéter la question parce que si je me suis... Le monsieur demandait s'il a fallu attendre d'être handicapé pour s'intéresser vraiment aux autres personnes handicapées. Alors ça, c'est juste. C'est-à-dire que, évidemment, pendant qu'on est bien portant, même si, bon, moi, personnellement, je ne suis jamais garé sur une place handicapée, mais c'est vrai qu'on a un regard, bon, voilà, ça... Non, je ne m'en suis jamais préoccupé, honnêtement, voilà. Après, aujourd'hui, handicapé, oui, et là, on a un autre regard, et je remarque 10 fois plus les gens qui sont en chaise roulante,
Bien sûr, ouais. On a un autre regard, ça c'est sûr. Ouais. Alors je dirais pas qu'il faut attendre d'être handicapé pour s'intéresser aux handicapés, heureusement, parce que sinon on n'avancerait pas beaucoup dans la société. Mais en effet, on a un regard différent, mais clairement. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on soit obligé de passer par la phase handicap pour s'occuper des handicapés. Ah ben bien sûr que c'est bien sûr, mais tous ceux qui s'occupent des handicapés, souvent dans la famille, quelqu'un qui est handicapé, hein, enfin, de ce que j'ai vu. Ouais. Mais oui, bien sûr, ouais. Mais est-ce que c'est pas pour tout comme ça? C'est-à-dire que est-ce qu'il ne faudra pas attendre d'être en guerre pour s'intéresser à ce qui se passe vraiment à Gaza? Voilà la question. Alors, elle est peut-être un peu grossière, mais bon. Voilà, et en effet, quand on peut s'intéresser aux autres, mais en plus, c'est vrai que... Alors, ceci dit, en effet, je ne peux pas dire que je me sois intéressé complètement aux handicapés. Par contre, j'ai quand même emmené une fois une aveugle au sommet du Mont Blanc. Donc, évidemment, là, on partage. C'était une expérience extraordinaire, vraiment une des expériences les plus marquantes de l'ascension du Mont Blanc. Et donc, voilà, en effet, là, on a un autre regard aussi sur les non-voyants. Mais voilà, oui, c'est vrai. Il faut peut-être attendre ça. Il faut se dire aussi qu'on est dans une société qui est quand même très individualiste et très indifférente au malheur des autres. Et par conséquent, le regard que l'on pose sur celui qui est différent n'est pas toujours un regard bienveillant. D'autres questions? Ah, oui? Quel message vous devriez donner à la jeunesse de 2025? Quel message adresser à la jeunesse? Bon, moi, je m'adresse à moi-même alors. Non, il y a d'abord de regarder les autres et de les écouter, aller vers les autres. Ouais, c'est un message, c'est peut-être un peu bateau, mais on est tellement dans un monde qui ne fonctionne que par rapport à soi-même. Voilà, et puis tu vas après avoir des projets, de la passion. Enfin, c'est plutôt aux parents de m'adresser ça. C'est-à-dire que les parents d'essayer d'amener les enfants à avoir des projets qui les intéressent, etc. Pas toujours penser à ce que ça rapporte. On entend trop ça, l'argent. Voilà. Après, je ne sais pas quel message je pourrais apporter à la jeunesse. Hein. Moi, je crois que ça, au moins... Je ne vois pas pourquoi j'apporterais un message à la jeunesse et pas aux autres. Enfin, puis, je me demande qui je suis aussi pour porter un message. J'essaye de témoigner de ce qui est arrivé pour essayer de dire que quand il arrive quelque chose de grave, ben, on peut s'en sortir et qu'on peut avancer, qu'il faut essayer de faire des projets et que voilà, ça ne coûte pas si cher que ça non plus. Moi, je n'ai pas acheté un bateau à 500 000 €. Hein. Donc voilà, il y a des projets. En fait, tout à l'heure, en venant ce matin, là, j'ai pris un jeune en Blablacar. Il a 27 ans, là, et il a monté déjà sa boîte. Il a 10 salariés, il est passionné par ce qu'il fait. C'est génial, je trouve. Voilà. Et alors, bon, il habite à Paris, il vient bosser ici. Il me dira, je vais peut-être venir travailler ici quand même plus. C'est beau. Voilà. Donc, voilà, c'est un jeune, il a 27 ans, et voilà, il attaque la vie ouais, je trouvais ça un superbe échange avec lui. Voilà, un message de sagesse. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais vraiment remercier chaleureusement Michel Zadiou, qui va tout à l'heure... Merci. Qui va tout à l'heure se lancer dans l'ascension de l'auditorium pour aller dédicacer son hommage sur le panier et au stand de la librairie. Et puis, je voudrais vraiment le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté et pour son regard qu'il a toujours porté sur la beauté du monde, une beauté simple et sauvage dont il s'est toujours attaché à nous transmettre des images de paix et de sérénité, et je le redis, d'ouverture sur les autres. Voilà, merci. Merci.